La naissance d'une légende, Luanda Magère. Vous avez entendu tant de légendes, mais avez-vous déjà entendu parler de cette grande légende kenyane? Avant de commencer, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Il s'appelait Luanda, ce qui signifie rocher, et Magère, celui qui ne peut être abattu. Même tout petit, son corps était étrangement lourd, comme s'il portait le poids de siècles dans ses membres. Les sages-femmes murmuraient que ses os n'étaient pas faits de moelle et de tendons, mais de quelque chose de bien plus ancien, taillé dans les falaises mêmes où dormaient les esprits des guerriers. Sa mère disparut à sa naissance et son père bientôt tombé au combat, l'enfant fut élevé par sa grand-mère, Rapondi, une femme aussi féroce que sage. Elle lui chanta les anciens chants des Luo, ceux du tonnerre et des dieux du fleuve, des rois déchus et des étoiles vivantes. Sous sa surveillance attentive, Luanda apprit non seulement à se battre, mais aussi à écouter. Le vent dans les roseaux, les murmures des ancêtres dans les rêves et la douleur sourde d'un monde en quête de guérison. En grandissant, il devint évident pour tous que Luanda Magère n'était pas soumis aux mêmes lois que les autres hommes. Son corps, découvrait-il, était intransigeant. Les couteaux se brisaient contre sa peau. Les lances se courbaient. Les flèches s'écrasaient sans faire de mal au sol. Et lorsqu'on cherchait son sang lors d'un rituel, il refusait de venir car nul ne pouvait blesser la pierre. Mais il n'était pas arrogant. Il exerçait son don avec une solennité sereine. Il s'entraînait comme tout autre guerrier, transpirait au soleil avec ses proches, riait avec les jeunes et écoutait les anciens avec révérence. Pourtant, le peuple le regardait différemment, non pas avec peur, mais avec révérence. Il était un pont entre la terre et l'esprit, un fils du sol qui portait le ciel dans ses os. Avec la disparition de Nyabra et l'ombre de la guerre qui s'abattait sur Abonio Omolo, le jeune Luanda fut bercé non seulement par sa famille, mais par le destin lui-même. La tâche de l'élever incomba à Rapondi, sa grand-mère, une matriarche dont l'âme était taillée dans la même pierre qui avait façonné les montagnes. Son visage portait les rides des saisons, et ses yeux reflétaient la profondeur des histoires racontées à la lueur du feu sous les acacias. Rapondi n'était pas seulement une soignante. Elle était la gardienne des traditions ancestrales, un réceptacle de la mémoire sacrée. Entre ses mains, Luanda était plus qu'un enfant. Il était un réceptacle préparé, trempé comme le fer, façonné avec soin par une femme qui voyait en lui l'écho des choses à venir. Elle lui apprit à marcher pieds nus pour qu'il puisse sentir le pouls de la terre. Elle lui murmura les noms des étoiles et des rivières, des guerriers qui l'avaient précédé et des esprits qui observaient en silence depuis le royaume invisible. « Le monde que tu vois n'est que la moitié du monde », lui dit-elle un jour, alors qu'ils étaient assis sous la lune. « Le reste vit dans l'ombre, dans les rêves et dans le sang. » Dans le calme du matin, elle lui enseigna les rites. Comment saluer les ancêtres par des libations versées dans la terre, comment parler au vent, comment déchiffrer la danse des flammes dans l'âtre. Il apprit que la force sans sagesse était dangereuse, et que le courage devait accompagner l'humilité pour servir le peuple. Le corps de Luanda s'est renforcé, certes, mais c'est son esprit qui s'est affermi sous la direction de Rapondi. Il a appris à diriger non pas par le bruit, mais par la présence. Il a appris que les plus grands guerriers protègent, non dominent. Et il portait ses leçons comme une armure sacrée tissée dans la pierre même de sa peau. À l'âge adulte, il était devenu un être rare. Non seulement un guerrier forgé au combat, mais un homme façonné par l'amour, la mémoire et le respect. Le peuple commença à voir en lui non seulement le fils d'Abonio, mais la promesse vivante des Luo. Un gardien né du chagrin et façonné par la sagesse. Dès son plus jeune âge, Luanda manifestait des pouvoirs inexplicables, des capacités qui le distinguaient du commun des mortels. Il était invulnérable, son corps semblant insensible aux fragilités de la chair et des os. Il ignorait les contusions. Quelle que soit la force de l'impact, sa peau restait intacte. Les épines, acérées et impitoyables, ne parvenaient pas à percer sa chair, glissant sans danger sur sa surface d'obsidienne. On disait que lorsqu'il tombait, la terre elle-même se fendait sous son poids, preuve de la densité et de la puissance de son corps. La vérité était indéniable. Luanda Magère possédait un corps de pierre vivante. Aucune lance ne pouvait le blesser, aucune flèche ne pouvait pénétrer sa chair. Il était une forteresse impénétrable, un guerrier forgé de l'essence même de la terre. À une époque où le ciel contenait souvent plus de fumée que d'étoiles, où l'air était lourd de tension et où la terre tremblait sous le poids des guerres tribales, surgit une figure pas comme les autres. Luanda Magère, le gardien au corps de pierre du peuple Luo. Le conflit était le rythme de l'époque. Les Luo, fiers et résistants, tenaient bon face aux incursions incessantes des Nandi voisins. Une tribu de guerriers aguerris réputés pour leur ruse et leur férocité. Ces escarmouches n'étaient pas ordinaires.
C'étaient des batailles nées de lignées et de frontières, de fierté et de vengeance, de la survie même. Mais même dans ces heures les plus sombres, quand l'espoir vacillait comme une flamme solitaire dans le vent, Luanda Magère brûlait comme un feu de joie dans la nuit. Sa seule présence sur le champ de bataille était un miracle. Un homme dont le corps était indemne, dont la peau était inviolable. Les guerriers qui se tenaient à ses côtés juraient que les flèches s'écrasaient sur lui comme la pluie sur la roche, et que lorsqu'il bougeait, la terre elle-même semblait trembler sous ses pieds. Il ne menait pas de l'arrière. Non, Luanda se tenait toujours en tête à la pointe de la lance, le premier à charger et le dernier à reculer. Lorsque les tambours de guerre résonnaient et que les guerriers levaient leurs boucliers, c'était Luanda qui s'avançait, calme et imperturbable, telle une montagne en mouvement. Face à lui, les puissants Nandi, qui avaient humilié d'innombrables villages et laissé des traces de ruines, se retrouvèrent impuissants. Leurs meilleurs guerriers tombèrent comme l'herbe sous la faux. Il fendit leurs lignes tel un éclair déchirant le ciel, dispersant hommes et morale. Là où Luanda se tenait, les Luo se dressèrent fièrement. Pour l'ennemi, il était un fantôme terrifiant, un esprit à l'apparence humaine, insensible à la douleur, intouchable par le temps. Pour son peuple, il était le salut incarné, une alliance vivante entre les ancêtres et les vivants, leur rappelant que les dieux n'avaient pas oublié les Luo. Et ainsi, à chaque victoire, sa légende grandissait. Il murmurait son nom avec admiration. Les enfants gravaient son image dans le bois. Les anciens invoquaient son esprit dans les moments difficiles. Les guerriers le priaient avant de lever leur lance. Luanda Magère était plus qu'un simple guerrier. C'était une promesse. Il était le rugissement dans le silence. Le bouclier dans la tempête. La mémoire vivante d'un peuple qui a refusé d'être brisé. Luanda Magère ne combattait ni avec témérité ni avec soif de sang. Il n'exprimait ni la rage d'un homme assoiffé de pouvoir, ni la fureur d'un homme avide de vengeance. Au contraire, sa lame chantait avec détermination, guidée par une force plus profonde, ancrée au plus profond de lui-même. Chaque coup de lance, chaque flèche déviée, n'était pas un simple exploit mais un acte sacré, un rituel en mouvement. Au cœur de cet objectif se trouvait une blessure qui ne s'est jamais cicatrisée. La perte de son père, Abonio Omolo. Abonio était un guerrier vénéré, un lion du peuple Luo, jusqu'au jour où il tomba lors d'un affrontement brutal contre les Nandi. Cette bataille laissa une cicatrice dans l'âme de Luanda, bien avant qu'il ne puisse comprendre le poids de la guerre. Enfant, il fixait le lointain où son père avait disparu, les plaines résonnant du spectre de cet ultime cri de guerre. Le chagrin se mua en détermination, et cette détermination devint le feu qui éclaira le chemin de Luanda vers la grandeur. Chaque fois qu'il partait au combat, c'était comme s'il invoquait l'esprit de son père, l'emportant avec lui tel un bouclier. Chaque ennemi abattu, chaque village défendu, était un hommage solennel à l'homme qui avait donné sa vie pour que d'autres puissent vivre. Il ne recherchait pas la gloire pour lui-même. Ses victoires étaient des offrandes aux ancêtres, la preuve que leur sang palpitait encore de puissance et de fierté. Ainsi, les habitants de Kano ne le voyaient pas seulement comme un guerrier. Ils voyaient en Luanda un esprit protecteur incarné, un écho vivant de la puissance ancestrale. Il était un symbole d'espoir, se dressant fièrement dans les moments de peur et d'incertitude. Les mères murmuraient son nom dans des berceuses, espérant que leur fils grandirait fort comme lui. Les anciens invoquaient sa force par la prière. Les enfants peignaient son visage dans la poussière avec des bâtons et des graines, se faisant passer pour le héros au corps de pierre, invulnérable. Luanda Magère n'était pas seulement un homme. Il était un mythe. Il était la mémoire. Il incarnait le sacrifice, la loyauté et la volonté inébranlable de protéger son peuple. Dans chaque cœur qu'il touchait, il suscitait la conviction que même dans un monde marqué par la guerre et la trahison, un protecteur pouvait encore surgir, non pas invincible grâce à la pierre, mais grâce à l'amour qu'il portait comme une seconde peau. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager. Suivez Tale of Our Ancestors pour la deuxième partie de son histoire et dites-nous quelle légende vous souhaitez entendre ensuite et de quel pays dans la section commentaires.